Amis réfractaires, aujourd'hui on va se concentrer sur l'actualité internationale et on va parler de ce qui se passe en Ukraine. Il ne vous reste plus que 30 jours pour participer au financement du canard réfractaire, ce qui va nous permettre de continuer à faire ces vidéos pendant encore un an. Donc là on est à 70 000, l'objectif c'est dans un mois arriver environ à 120 000. Faites gaffe parce que si on n'obtient pas notre financement, on va finir sur Backseat financé par Libération pour interviewer François Hollande. Donc voilà, il y a des enjeux quand même. Surtout que sur le terrain, la pression augmente parce qu'il y a eu des attentats ces derniers jours. Il y a eu un attentat sur le plus long pipeline du monde d'ammoniac qui relie la Russie et un port d'Ukraine, qui est donc très utilisé pour la fabrication d'engrais. Et vous savez que la Russie est un des premiers exportateurs d'engrais dans le monde. Et l'attentat a eu lieu à Kharkiv, une zone qui est aujourd'hui contrôlée par l'armée ukrainienne. Ce qui est sûr, c'est que l'explosion de ce pipeline-là, ça va causer énormément de problèmes pour, les pays qui doivent importer ces engrais-là pour pouvoir ensuite produire de la nourriture, et deux, des pays qui doivent importer de la nourriture qui sont produits à partir de ces engrais-là. Donc ça va faire diminuer la production et ça va faire exploser les prix encore une fois, et ça aura énormément de conséquences qui ne seront pas très bonnes en général. Et ensuite, tu as eu une explosion qui a été un peu plus médiatisée, c'est celle de Nova Kanova qui se trouve tout au bout du Dniepr. Alors je suis pas sûr de la prononciation, mais c'est le grand fleuve qui sépare l'Ukraine en deux de manière verticale comme ça, avec d'un côté l'Est et de l'autre côté l'Ouest. Du coup, c'est un immense barrage qui est basé sur la ligne de front, cette fois entre l'armée ukrainienne et l'armée russe, et ça a provoqué énormément d'évacuations de toutes les villes qui sont aux bordures de ce fleuve-là, parce que voilà, la montée des eaux a été très rapide. Et ça va poser aussi de graves problèmes d'approvisionnement en électricité dans la région. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec ces deux phénomènes-là, on se rend compte que ce qui commence à être attaqué, c'est les infrastructures, mais les très grosses infrastructures, tu vois. Et ça, pour moi, c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Repensons un petit peu à l'histoire, tu vois, Seconde Guerre mondiale, Berlin est rasé. Rasé. Il y a juste quelques trucs qui sont encore debout, et ces quelques trucs, ce sont les usines de production. Les usines de production. Pourquoi? Parce que les Alliés se sont dit, évidemment, on va récupérer à un moment donné Berlin, et donc il faut garder les infrastructures de production, parce que comme ça, quand on les récupère, on n'a plus qu'à relancer le truc, et puis on a accès à des usines incroyables qui vont nous permettre de produire énormément de marchandises. Et donc là, on peut se poser une question. Surtout au Canard, nous, on met beaucoup ça en avant, on dit que c'est avant tout les intérêts économiques qui priment sur les intérêts diplomatiques ou politiques. Tu vois, cette guerre-là a l'un des intérêts économiques, et c'est ça qui la guide. Sauf que, si on pense ça, détruire les moyens de production, ça n'a aucun sens. Détruire les barrages, ça n'a aucun sens. Détruire les pipelines d'ammoniac, ça n'a aucun sens. Donc pourquoi est-ce qu'ils font ça? Moi j'ai une théorie un peu là-dessus, c'est que je pense que, au vu de la guerre, de l'enlisement de la guerre, ça fait plus d'1 an et demi, la propagande, elle est vénère. Et la propagande, elle n'est jamais sur le caractère économique, elle est toujours sur le caractère civilisationnel ou idéologique. On se bat pour la démocratie, on se bat pour l'Ukraine, on se bat pour la Russie. Et on se bat jamais pour protéger les intérêts économiques, tu vois. Donc au début, tu as l'état-major qui arrive à contrôler un petit peu les trucs parce qu'en fait, tu as un sursaut patriotique qui arrive comme ça et du coup, on obéit à l'armée. Mais petit à petit, en fait, on se retrouve avec des gens qui sont sur le front depuis plus d'1 an, et l'idéologie qui se développe là-bas, c'est pas juste l'idéologie patriotique avec les débuts avec Zelensky, avec ses vidéos et compagnie. C'est des trucs qui virent un peu plus au fascisme, tu vois. C'est normal, tu vois, genre tu combats les Ukrainiens qui butent tous tes potes autour de toi, évidemment que ça va être ça. Et évidemment que dans l'armée, il n'y a pas des grands socialistes humanistes qui sont là, et qui sont là juste pour gagner cette guerre-là et buter du russe. Et pareil aussi pour la Russie, exactement la même chose. Donc tu vas avoir un décalage de plus en plus fort entre l'armée qui va avoir une considération de juste combattre l'ennemi, faire mal à l'ennemi, premier degré, guerre contre l'ennemi, parce que toute la propagande est basée là-dessus, et de l'autre côté, peut-être un bout de l'état-major qui, eux, disent en fait, les gars, après, il y a une occupation, en fait, tout ça, c'est un peu une guerre économique, donc il faut qu'on gère les moyens de production et tout. Et ce conflit-là, au début, il était géré par l'état-major, et petit à petit, en fait, c'est le reste de l'armée qui commence à me foutre la pression, et ça devient très compliqué pour l'état-major, après tout ce temps de guerre et toute cette propagande, de dire que en fait, il n'y a pas besoin de faire des attentats qui pourraient nuire à la Russie parce qu'en fait, il faut qu'on ait les moyens de production pour continuer à faire notre job, tu vois. Et donc, dès que l'armée dit « Vas-y, il faut qu'on y aille, il faut qu'on pète des trucs », l'état-major, il cède.
Et ça commence sérieusement à poser des problèmes au niveau des alliances de l'État ukrainien. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as l'armée ukrainienne qui commence à attaquer sur le territoire russe, au niveau de la frontière russe. Donc là, pour la première fois, tu as régulièrement des attaques qui se font non pas en Ukraine, mais en Russie. Et ça emmerde beaucoup de gens, notamment les alliés de l'Ukraine et les États-Unis qui sont en mode « les frérots, ne faites pas ça, s'il vous plaît, ne faites pas ça ». Pourquoi est-ce que les États-Unis disent ça ? En fait, c'est une notion de timing. Les intérêts états-uniens sur la guerre en Ukraine sont clairs. Vendre des armes, relancer la production et l'industrie de l'armement parce que ça va devenir rentable, faire en sorte que tu aies plein de nouvelles alliances pour signer plein de nouveaux contrats économiques, pas seulement sur l'armement, mettre en place des sanctions durables pour mettre en avant ces entreprises plutôt que les autres. On pense aux entreprises gazières états-uniennes qui ont remplacé sur le marché les entreprises gazières russes, et le fait d'affaiblir la Russie et d'affaiblir la Chine qui sont des concurrents directs à son impérialisme. Et toutes ces raisons-là, toutes ces conséquences-là qui sont profitables aux États-Unis, elles ont besoin d'une chose, c'est que la guerre dure. Il faut que la guerre dure. Parce que rien de tout ça n'aurait été possible si la guerre avait duré 15 jours ou si le traité de paix avait été signé au bout d'un mois. Et évidemment, il faut une guerre indirecte. Ça, c'est très important. Une guerre indirecte. Il ne faut pas que ce soit les États-Unis qui soient mobilisés directement en Ukraine. Il faut que ce soit l'armée ukrainienne qui fasse le tampon entre les États-Unis et la Russie. Comme ça, ils ont juste à vendre des armes, écouler leurs stocks et faire des alliances sans jamais, au grand jamais, payer le prix de la logistique pour envoyer les gens là-bas et gérer tout ce bordel-là, ni payer le prix politique que tu vas avoir des États-Unis, s'ils sont en Ukraine, qui reviendront morts aux États-Unis, ce qui fait que c'est un peu chiant. Surtout quand tu connais un petit peu l'histoire anti-guerre des États-Unis avec le Vietnam et l'Irak. Sauf que le problème, c'est que si l'Ukraine commence à avoir une escalade militaire un peu trop grande et à attaquer directement le territoire russe, c'est possible que l'escalade militaire ne soit pas contrôlée et que la Russie se dise ok, on va mettre les menaces nucléaires à exécution, ou alors on va faire en sorte de réellement mobiliser toute la population russe à fond, ou alors on va essayer d'envoyer tous les armements que nous avons qui ne sont pas encore utilisés. En fait, ça va obliger politiquement l'intervention de l'OTAN sur le territoire. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer pour les États-Unis d'envoyer des hommes de l'OTAN directement en Ukraine. Alors, ce sera sans doute des Européens, des Polonais, des machins, sauf que le timing n'est pas du tout bon et qu'ils vont payer les conséquences de ce truc-là. Et surtout, si la Russie va à fond et que l'OTAN va à fond, la Chine va devoir y aller à fond aussi. Et là, tu vas avoir un enchaînement de la guerre totale qui est totalement dans les désintérêts pour le moment des États-Unis. Alors, peut-être que ça va être nécessaire à un moment ou à un autre parce que l'économie va se péter la gueule et du coup, vaut mieux une économie de guerre gérée par l'État qu'un capitalisme qui s'écroule dans ses propres contradictions. Mais pour le moment, ce qu'ils veulent, c'est vendre des armes, vendre du pétrole, avoir des accords diplomatiques et économiques. Et pour ça, il faut une guerre permanente indirecte qui n'escalade pas trop vite. Et surtout, l'industrie, elle n'est pas prête aujourd'hui pour assumer une telle escalade militaire. Pour vous dire, l'armée ukrainienne utilise en quelques jours 10 000 obus. Pour vous donner un ordre d'idée de ça. Et pareil pour la Russie, tu vois. Donc en fait, si tu veux avoir une guerre de haute intensité comme ça qui s'escalade, il faut être en capacité de produire des milliers d'obus par jour. Et ça, personne n'en est capable aujourd'hui. Et là, tu as tout un truc avec de nouveaux financements pour relancer les chaînes de production, qu'elles se fassent 24/24, 16 jours sur 7, et faire en sorte qu'il y ait des nouvelles usines qui se développent. Mais tant que cette industrie n'est pas prête, en fait, aucun pays n'est capable d'assumer une escalade encore plus grande de la guerre en Ukraine pour fournir ce genre de munitions. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt qu'une guerre dure, c'est de permettre que les investissements qui demandent du temps, c'est-à-dire l'installation d'une usine, disons que ça prend par exemple 3 ans, il faut que la guerre dure pendant 3 ans pour que ces investissements-là perdurent et qu'ils soient rentables. Et donc la stratégie des États-Unis là-dedans, ça va être quoi? Pourquoi je parle des États-Unis d'ailleurs? Pourquoi que je parle que de ça? Parce qu'en fait, en réalité, c'est eux qui sont les belligérants dans cette guerre-là. Tu as l'Ukraine et les États-Unis contre la Russie. C'est ça en réalité, parce que tu as des dizaines de milliards d'armements qui ont été envoyés des États-Unis en Ukraine et que tout le timing de la guerre en Ukraine dépend de ces importations d'armes qui proviennent des États-Unis. Donc c'est les États-Unis qui imposent le tempo énormément. Et ce qui est d'ailleurs une position très favorable pour l'État états-unien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'ils ont à faire, c'est juste livrer suffisamment d'armes pour essayer de faire monter un petit peu le conflit de plus en plus et d'écouler toujours plus d'armements complexes pour pouvoir écouler leur stock et relancer leur production. Et vu que l'État ukrainien n'a pas vraiment d'industrie à elle, en fait, c'est les États-Unis qui régulent tout en fonction de ses intérêts.
Et par exemple, après avoir bien vidé leur stock d'obus, après avoir bien vidé leur stock d'antimissiles, après avoir bien vidé leur stock de toutes ces conneries-là d'armes légères, et bien ils se retrouvent aujourd'hui à essayer de vider d'autres stocks. Ils ont annoncé par exemple envoyer des tanks M1, c'est des gros tanks, et des avions de guerre, des F-16, et se rajoute à ça plus de 2 milliards d'aides là qui s'est passé, du coup c'était hier qu'ils ont annoncé ça. Et en plus de ça, tu as l'État états-unien qui a donc apporté son soutien, c'est-à-dire le soutien de la plus grande industrie militaire du monde, ce qui est quand même pas mal, à l'État ukrainien pour qu'il commence à envisager des attaques sur la Crimée, officiellement, d'accord? Alors après le feu vert donné par les Américains à la livraison de F-16, qui sont sur le sol européen, à l'Ukraine, les Américains ont franchi une marche supplémentaire en disant très clairement que ces appareils-là, ces avions de chasse, pourraient servir aux Ukrainiens pour taper la Crimée. En gros, l'Ukraine, elle a déjà toutes les artilleries du monde pour attaquer, ne serait-ce que d'ailleurs la frontière russe, tu vois. Donc, ils n'ont pas besoin d'aviation plus que ça pour faire leur opération. Ils bombardent, tu vois. Sauf qu'ils avaient besoin de l'aviation pour la Crimée. Et vu que les États-Unis avaient besoin d'écouler leur stock d'avions, bah, il fallait trouver une raison pour vendre ces avions-là. Et cette raison, c'est donc récupérer la Crimée, ce qui est une revendication qui a été portée par Zelensky depuis le début. Et il le répète encore que si il veut récupérer la Crimée, il a besoin d'aviation. Et pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une escalade militaire comme ça? Pourquoi est-ce que les États-Unis ont besoin de donner l'autorisation et les moyens militaires à l'Ukraine pour continuer une escalade militaire malgré les risques? Tout simplement parce qu'à chaque escalade militaire, il y a des nouvelles armes qui sont vendues. À chaque escalade militaire, tu as une augmentation des budgets dans tous les pays européens, ce qui fait que tu as des marchés qui s'étendent pour les industries états-uniennes qui vont pouvoir en profiter. Et ça fait des milliards et des milliards de profits pour ces boîtes-là. Et qu'il faut donner un petit peu une espérance aussi de conquête toujours plus grande pour faire en sorte que la propagande en Ukraine fonctionne. Et pour ça, il faut leur dire, là au début vous aviez pas d'armes, donc il faut résister. Et puis 2 mois plus tard, on va vous filer des flingues et comme ça vous allez pouvoir résister. Et puis 2 mois plus tard, on va vous filer de l'artillerie pour défoncer les tanks. Et puis 2 mois plus tard, on va vous filer des Césars. Et puis 2 mois plus tard, on va vous filer des avions de chasse. De l'autre côté, évidemment, la Russie, elle a les capacités encore aujourd'hui de répondre à chaque escalade militaire, ce qui fait qu'en réalité, la situation ne change pas, la situation s'enlise, mais avec la livraison d'armes toujours plus complexe, toujours plus perfectionnée, ça permet à l'État ukrainien de pouvoir dire cette fois la contre-offensive, elle va marcher parce qu'on a les bonnes armes. Parce qu'à un moment donné, s'il y a un enlisement comme ça, sans aucune perspective de la guerre, et en fait, à un moment donné, la population elle va faire une grève du zèle, elle va manifester, l'armée va commencer à dire peut-être qu'il faut négocier des territoires neutres entre l'Ukraine et la Russie et que finir cette merde-là. Ce qui serait un désastre pour les États-Unis et pour toute l'industrie qui est derrière. Et donc, est-ce qu'on est prêt, nous Français, à soutenir une guerre qui pourrait devenir une guerre mondiale avec des conséquences atroces, après 1 an et demi d'enlisement, tout ça pour permettre à nos industriels de guerre de pouvoir écouler leur stock et relancer un nouveau cycle de production? Est-ce que véritablement on est prêt à payer ce prix-là? Et cette question-là, elle va devenir de plus en plus flagrante parce que petit à petit, on se rend bien compte que à travers les aides, à travers les projets de réindustrialisation et compagnie, se cachent derrière ce conflit-là, en fait, des intérêts industriels, des intérêts commerciaux. La question n'est pas tant celle de Zelensky que celle des États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui rythment à fond le degré de militarisation de l'armée ukrainienne. Et donc, c'est la question qu'on devrait même se poser, c'est est-ce qu'on fait confiance, oui ou non, aux États-Unis pour bien gérer ce conflit-là et pour faire en sorte que ça n'escalade pas trop et que ça ne finisse pas au bout d'un moment, alors qu'ils en ont totalement les intérêts en une guerre mondiale dans quelques années. Ce qui fait qu'il y a une tension en France qui commence à apparaître entre, d'un côté, la propagande sur l'Ukraine ou sur la Russie, parce que sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup aussi de propagandistes pro-russes, on vous voit en commentaire, hein. Donc des gens là qui sont en mode oui Poutine ou oui Zelensky, sauf que ça devient de plus en plus compliqué à tenir dans les deux camps, et de l'autre côté, en fait la nécessité quand même du capitalisme européen et états-unien à continuer à vendre des armes et à écouler ses stocks, donc à faire en sorte que les différents États maintiennent une politique qui rend possible cette guerre-là. Donc d'un côté la guerre doit continuer, de l'autre côté la propagande faiblit. Et l'opportunité qu'on a, et c'est ça notre travail de militant, c'est que même si on peut pas là faire un grand truc pour empêcher ce qui est en train de se passer là en Ukraine et tous les morts qui sont en train d'avoir lieu, que ce soit du côté russe ou du côté ukrainien, du fait qu'il y a un pays qui est dévasté, tu vois, qui est un drame et des crimes contre l'humanité de ouf, tu vois, même si on peut pas lutter contre ça, on peut se dire que cette contradiction entre la propagande de notre pays et les réalités économiques, on pourra peut-être trouver une troisième voie, tu vois, en disant, en fait, ni Zelensky ni Poutine
Par contre, une analyse qui permet de comprendre que tout ça, ça a des facteurs économiques et que nos véritables adversaires, c'est les industriels, et puis les financiers, et puis globalement tous les bourses qui mènent des politiques en notre nom à travers nos États, qui finissent en des guerres et qui vont continuer à s'accélérer par la guerre parce qu'ils veulent se partager le monde, et qu'il y a peut-être une autre façon de voir le monde qu'une façon capitaliste comme ça à l'échelle internationale, et qui serait temps du coup de nous s'approprier l'État pour qu'on puisse gérer notre économie autrement, pour éviter que les crises de surproduction, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, nous poussent à exporter des armes comme des connards, tu vois. Mais surtout, on ne se contente pas de dire stop la guerre ou on veut la paix. Il faut décrire les phénomènes économiques, placer ça au centre du débat pour pouvoir dire le problème c'est les bourses, le problème c'est les industriels, et le problème c'est qu'on ne contrôle pas cette économie-là et que du coup il faut contrôler cette économie-là. Et donc en gros, la guerre en Ukraine, en France, doit devenir une articulation qui nous permet de parler de la révolution, parce que, en fait, concrètement, c'est le seul moyen qu'on a pour essayer d'interférer dans la guerre en Ukraine et pour aussi essayer d'apaiser les tensions pour toutes les guerres qui vont arriver, notamment, comme je le disais, la guerre entre les États-Unis et la Chine. Surtout qu'à un moment donné, la course contre la montre, elle s'arrêtera, les industries, elles seront prêtes, les chaînes de production industrielles seront isolées entre les États-Unis et la Chine, et qu'à un moment donné, il va y avoir suffisamment de munitions et suffisamment d'armes quand tout sera renouvelé pour qu'une guerre se généralise au-delà de la simple guerre en Ukraine, que ce soit à Taïwan, en Iran, en Corée du Nord. Ils trouveront une excuse, mais ça peut s'accélérer. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir essayer de transformer un sujet juste de guerre en un sujet économique, politique, révolutionnaire. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va enchaîner plusieurs vidéos internationales là au Canard. Donc n'hésite pas à t'abonner et surtout à nous financer. Je rappelle, il reste plus que 30 jours pour assurer l'indépendance du Canard Réfractaire pour qu'on puisse continuer à faire de plus en plus de vidéos. Et si on arrive à dépasser d'une façon ou d'une autre le palier des 120 000 €, on va pouvoir même recruter une nouvelle personne qui va nous permettre de faire de manière plus régulière et de manière plus rapide aussi des vidéos sur l'international pour que vous soyez au courant de un peu tout ce qui se passe. Et puis après, comme ça, pendant un an, on est tranquille, il n'y aura plus de pub de financement, on va rouler et ça va être trop bien. Bref, sur ce, mes réfractaires, des bisous. Quack.